Bien, bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir ce matin au sein de nos locaux chez Move.ai pour parler marketing. On va beaucoup parler parcours client, expérience client et bien évidemment intelligence artificielle parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous ce matin. Avant de débuter la présentation, je vais très rapidement me présenter moi-même. Moi, je m'appelle Delphine Le Serre. Je suis récemment arrivée au sein de l'équipe de Move. Donc, vous avez dû voir quelques... Bienvenue, on accueille un dernier participant. Donc, je suis tout récemment arrivée au sein de l'équipe de Move pour créer une offre qui paraissait nécessaire compte tenu de la montée en croissance et la maturité, qui est une offre d'accompagnement à destination des entreprises dans lesquelles on a des mandats sur des projets d'intelligence artificielle, où finalement, ce qui est apparu dans la quasi-totalité des entreprises qui déploient des projets d'intelligence artificielle, c'est qu'il manquait une brique en amont, et que cette brique en amont est très importante pour accompagner les équipes projets avant déjà le déploiement du projet et puis tout au long du projet. Donc moi, c'est ce que je dirige au sein de Move, et cet accompagnement, il prend deux formes. La première forme, c'est une forme de pédagogie où on déploie une offre de formation pour faire monter en compétences l'ensemble des collaborateurs au sein de vos entreprises avant même de déployer un projet d'intelligence artificielle. Donc ça peut être des formations sur comment monter un data lake, ça peut être des formations sur le BI, ça peut être des formations de manière plus globale sur la transformation numérique, sur l'IoT, le big data. Et puis une deuxième forme d'accompagnement plus classique, où on est sur un accompagnement RH, managérial, au fur et à mesure du déploiement d'un projet d'IA, de manière à sécuriser le succès et surtout à sécuriser le fait que la solution à laquelle on va aboutir est une solution qui répond totalement à votre besoin, aux besoins pour lesquels vous êtes venu me voir. Donc voilà ce que je fais à Move.ai, et il s'avère qu'en plus, mon domaine de prédilection, c'est le marketing, c'est ce que j'adore. J'ai un doctorat en comportement du consommateur, en expérience client. J'ai beaucoup exercé dans le domaine du marketing et c'est l'une de mes passions. Et par conséquent, quand on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises, il y avait beaucoup de nos clients qui s'interrogeaient sur finalement qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce à l'IA pour améliorer notre expérience client, pour offrir à nos clients une expérience qui est plus personnalisée, on s'est dit peut-être que ça peut être intéressant d'organiser une matinale de manière à ouvrir un petit peu le débat, à fournir des informations plus globalement et puis à vous donner déjà quelques inputs. Alors quand on parle de l'IA et de l'expérience client, en fait, on peut l'aborder sous deux aspects. Je vais rapidement arriver à ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation, qui est l'aspect sur lequel on va se concentrer aujourd'hui. Et finalement, l'intelligence artificielle, vous pouvez déjà l'utiliser à l'intérieur de votre entreprise pour développer des outils qui vont automatiser des tâches qui auparavant étaient réalisées par vos opérateurs, par des collaborateurs, et ainsi vous libérer du temps pour ces collaborateurs, qui sont peut-être des conseillers clientèle. Et cette libération du temps va leur permettre à eux d'être plus dans la personnalisation du discours, dans une approche dans laquelle ils vont redonner de la valeur ajoutée à leurs tâches. C'est un premier aspect de l'impact de l'intelligence artificielle sur votre offre client. On fait de l'automatisation sur une tâche qui était très chronophage, sur laquelle il n'y a pas de valeur ajoutée humaine. On libère du temps pour un opérateur humain, et du coup, cet opérateur humain, il va redonner du sens et de la valeur ajoutée à son activité, et il est de nouveau dans l'interaction avec les humains clients, et c'est là où l'humain client, il retrouve aussi une valeur ajoutée, et on tisse du lien, et c'est là où on recrée de la satisfaction, de la fidélité. Et ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est celui sur lequel on va plus se focuser aujourd'hui, c'est l'axe de l'hyper-personnalisation. C'est totalement différent de cette première optique que je viens d'introduire. Dans l'hyper-personnalisation, qu'est-ce qu'on fait ? On va utiliser l'intelligence artificielle à l'intérieur même de vos plateformes numériques, donc de vos outils numériques, dès lors que vous avez, bien évidemment, des utilisateurs, des clients qui consomment, qui achètent et ou qui consomment vos services ou vos produits sur une plateforme web, mobile, réseaux sociaux. Donc on va se focaliser là-dessus, l'intelligence artificielle qui impacte l'expérience client en créant ce qu'on appelle de l'hyper-personnalisation. Et alors pour ceux qui ont fait du marketing et qui sont quasiment dans mes âges, c'est-à-dire qui sont parmi les plus vieux en fait maintenant,
Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque où, pour faire des segmentations de marché, parce que quand on parle marketing, forcément, on parle segment de marché, et pour faire des segmentations de marché, on demandait à des organismes d'aller collecter de la donnée via des sondages, et puis on utilisait des critères de segmentation, puis on obtenait des segments, et ensuite on faisait des stratégies en ciblant ces segments. Et puis c'est là où on faisait ce qu'on appelle du one-to-many à du one-to-few, et puis l'objectif et le rêve, le dream, c'était il y a 10 ans, c'était de faire du one-to-one. Et finalement, on est arrivé à ce one-to-one. Alors, de quoi on parle précisément quand on fait de l'hyper-personnalisation? On parle de ce one-to-one que rend possible l'intelligence artificielle, puisque l'hyper-personnalisation repose sur le fait d'utiliser la puissance des algorithmes d'intelligence artificielle, notamment des algorithmes de machine learning. C'est l'un des grands types d'algorithmes qu'on peut déployer en intelligence artificielle. Pour prédire quoi? Pour prédire les besoins des consommateurs, d'accord? Les customer needs. Et à partir du moment où on peut prédire le besoin d'un consommateur, on va être également capable de prédire ce qu'on appelle son comportement, d'accord? On va être capable de prédire son intention d'achat, son comportement d'achat de manière multicanale, quels que soient les canaux de distribution, d'accord? Et c'est là où, si on est capable de prédire ses besoins, par conséquent de les anticiper, et tout ça en temps réel, eh bien on sera capable de lui faire des recommandations, des propositions, et de personnaliser totalement, en 360, l'expérience client qu'on est capable de lui offrir. D'accord? Donc de manière simple, si la télécommande veut marcher, il faut que je clique là en fait. De manière simple, ça consiste en quoi l'hyper-personnalisation? Ça consiste à faire en sorte que quand je suis une enseigne, j'ai effectivement une plateforme digitale mobile et en fait qu'à chaque fois qu'un utilisateur, qu'un client différent va se connecter à ma plateforme, finalement, à chaque fois, il va vivre une expérience qui lui sera totalement personnalisée. Et elle va être personnalisée. Donc, vous voyez ici, par exemple, on a Marc qui a 21 ans, qui est célibataire sans enfant. Il est étudiant en droit à McGill, il habite sur le plateau. Il a des intérêts particuliers qu'on peut connaître. On connaît également son historique d'achat sur notre plateforme, bien évidemment. On a Caroline qui est également cliente de notre plateforme et qui a un profil complètement différent, qui a 46 ans, qui est mariée, qui a 3 enfants. Et puis Gérard, 57 ans également, qui a un profil différent. Tous les 3 sont des clients de notre plateforme sur lesquels on a un certain nombre de données, d'historique d'achat, des données de profil de personnalité parfois, des données sociodémographiques, des données en matière d'intérêt, donc on peut relier à des valeurs. Et l'ensemble de ces éléments vont nous permettre de personnaliser l'offre qu'on va destiner à Marc, vont nous permettre de personnaliser déjà dans un premier temps l'interface client à laquelle ils vont se connecter sur ma plateforme digitale. Ils ne vont peut-être pas avoir la même interface parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes produits et ou offres-services qui vont leur être proposés sur la base de leurs derniers achats. Ils ne vont peut-être pas avoir même le même look and feel, les mêmes couleurs, parce qu'on peut les personnaliser également. Ils ne vont peut-être pas avoir la même nature de produit, si on a des produits ou des services différents qui se présentent sous forme de texte, sous forme d'image, sous forme de vidéo. L'ensemble des éléments de contenu de la plateforme vont pouvoir être personnalisés. C'est exactement le principe de personnalisation, enfin d'hyper-personnalisation qui est utilisé sur des plateformes que vous utilisez et que vous connaissez, comme Amazon, comme Netflix. Lorsque vous vous connectez sur ces plateformes, le contenu qui vous est destiné est totalement différent du contenu qui est destiné à une autre personne qui s'y connecte, qui peut d'ailleurs faire partie de votre famille, si vous avez des comptes qui sont répartis à l'intérieur de la famille. Et donc, vous le voyez, vous comprenez ce look and feel et cette personnalisation. Et aujourd'hui, ce que font ces GAFAM, finalement, c'est accessible à toute entreprise. C'est ce dont on va vous parler ce matin. Hop, j'étais trop vite. Voilà. De quoi on a besoin pour aboutir à cette hyper-personnalisation? On a besoin de 3 briques fondamentales. D'accord ? La première brique, bien évidemment, c'est la brique des données clients.
Si on veut être capable de personnaliser une offre, de personnaliser un discours, de personnaliser un contenu, exactement comme dans la vie réelle, on a besoin de connaître notre interlocuteur. Vous ne pouvez pas personnaliser une offre, un discours, si vous ne connaissez pas la personne que vous avez en face de vous. C'est pareil, pour faire de l'hyper-personnalisation, on va avoir besoin d'avoir des données qui vont nous permettre de connaître les clients. Donc, les données du même type que celles que j'ai fait apparaître sur le slide précédent. Des données beaucoup sur l'historique de consommation. Donc là, tous ceux qui ont des données, ils se disent c'est super, et puis ceux qui n'en ont pas trop, ils commencent à se dire oula, mais nous, on n'a pas beaucoup de données. Je vois les visages qui réagissent un peu. Mais vous allez voir, il y a des solutions à tout. Qu'on en ait beaucoup, c'est génial. Et puis qu'on n'en ait pas forcément beaucoup, il y a des manières de le travailler. Avec Olivier Blais, qui est là tout à l'heure, on pourra poursuivre la conversation pour en parler avec vous. Donc, il nous faut des données de différents types, d'accord ? En fonction des objectifs de personnalisation qu'on va souhaiter atteindre, d'accord ? Donc, je ne vais pas vous dresser une liste exhaustive parce que c'est l'objectif qu'on va chercher à atteindre en matière de personnalisation de votre interface qui, derrière, va nous permettre de dire, OK, pour atteindre tel objectif de personnalisation, il va nous falloir tel type de données, tel type de données, tel autre type de données. Notamment sur ce que l'on appelle le parcours client. D'accord ? Et donc, j'arrive forcément, comme je vous parle du parcours client, j'arrive à la deuxième brique qu'il est nécessaire d'avoir, pas forcément chez nous, mais chez nous, ici, on l'a, qui est une brique de ce qu'on appelle les behavioral sciences. Quand on est sur de la personnalisation du parcours client, la première étape va déjà consister à connaître le parcours client. Et un parcours client, vous le savez, c'est un processus qui se décompose en plusieurs étapes. Tout dépend de la nature de votre service, de l'étape de la reconnaissance du besoin. Votre client se dit « Ah tiens, j'ai besoin de regarder quelque chose sur Netflix, j'ai besoin d'acheter un nouveau câble HDMI sur Amazon, j'ai besoin de passer la commande de course chez Metro, j'ai besoin de faire une modification sur mon compte Hydro-Québec par rapport à ma dernière facture, etc. etc. » L'identification du besoin, c'est la première étape du parcours client. Et puis ensuite, il va aller collecter des informations. Ensuite, il va analyser ces informations avec également d'autres informations qu'il a déjà en mémoire. Il va les comparer, il va créer ce qu'on appelle une attitude à l'égard de votre offre. Puis progressivement, il va arriver sur votre plateforme. Et là, sur votre plateforme, il va cheminer. Donc c'est là où on revient à la collecte de données. On collecte les données sur son cheminement sur la plateforme. On continue son parcours client jusqu'à ce qu'il transacte, parce que c'est l'un des objectifs, c'est l'achat. Et puis derrière, il y a l'acte de consommation de l'achat. Donc on va suivre encore sa consommation de ce qu'il vient d'acheter sur votre plateforme, si la consommation a lieu sur la plateforme, dans le but, d'une part, qu'il soit satisfait, pour que, d'autre part, il revienne et qu'il y ait ce qu'on appelle un achat répété, du repeat purchase, et c'est comme ça que vous avez un client qui est fidèle. D'accord ? Et c'est là tout l'objectif du machine learning. Donc, les sciences du comportement, c'est une brique qui est indispensable en ce qu'on va faire de l'hyper-personnalisation et qui nous permet de comprendre quel est le processus de prise de décision de votre client. D'accord ? Et quels sont les leviers psychologiques sur lesquels on peut jouer pour l'amener à lui proposer les meilleures offres, celles qui correspondent à son profil et à ses besoins, au bon moment. D'accord ? Pour jouer sur des variables qu'on appelle la motivation, par exemple, les intentions d'achat, etc. OK ? Donc ça, c'est la deuxième brique qui est indispensable. Et puis forcément, la troisième brique, c'est la brique du machine learning. C'est cette capacité que va avoir la machine et que nous allons lui donner en codant, à pouvoir apprendre par elle-même sur la base du comportement de vos clients, de vos utilisateurs sur la plateforme. D'accord ? Donc c'est là où nous, on travaille sur un modèle que l'on va mettre en test sur la base des données clientes que vous avez chez vous, qui sont entraînées à l'intérieur du parcours client et progressivement qui vont nourrir les algorithmes de manière à offrir cette expérience personnalisée à vos utilisateurs, à vos clients sur la plateforme et personnalisée pour atteindre les objectifs que vous vous fixez. D'accord ? C'est clair sur les trois briques ? Ouais ? Donc, vous voyez,
ça peut se mettre en place de manière assez simple. C'est quoi les bénéfices de l'hyper-personnalisation? Alors, on a des bénéfices autant pour l'entreprise que pour le client. Ça, j'aime bien le rappeler parce qu'on a souvent tendance en fait, à se concentrer uniquement sur les bénéfices qu'apporte l'hyper-personnalisation pour les entreprises. Et ils sont nombreux et ils sont extrêmement puissants. Mais ça apporte également au moins 2 bénéfices pour les clients qui en sont satisfaits aujourd'hui. Le premier bénéfice, bien évidemment, pour une entreprise, c'est le fait d'avoir une connaissance à 360 degrés de ses clients. 360 degrés, pourquoi? Parce que, je reviens à mon parcours client, vous pouvez suivre de manière individuelle chaque client, autant Marc que Caroline, j'ai oublié le prénom de notre dernier, Gérard, merci, que Gérard. Vous pouvez suivre individuellement leur parcours et donc savoir à quel moment ils se sont connectés sur votre plateforme et à quel point de contact, parce qu'il n'y a pas que forcément la plateforme, on collecte les données à chacun des points de contact en lien avec vos enseignes. Donc si vous utilisez de l'IoT pour collecter des données, on collecte les données, on est capable de retracer véritablement le parcours de chacun d'entre eux jusqu'à l'achat, la consommation et jusqu'au réachat. Donc on a véritablement une connaissance à 360 et ça c'est une totale innovation et c'est génial quand on fait du marketing, d'avoir cette visibilité-là. Les entreprises, quand vous regardez les entreprises du tourisme, je pense notamment à des entreprises comme le Club Med, ont une utilisation de la connaissance à 360 qui est extraordinaire et qui travaille justement sur l'expérience client, à la fois l'hyper-personnalisation et puis la première brique dont je vous ai parlé tout à l'heure, la valorisation humaine. Et c'est comme ça qu'en fait, ils ont une rétention qui est extrêmement forte. Derrière, forcément, le deuxième bénéfice, c'est le fait que votre stratégie marketing, elle est totalement drivée par la data. Que, effectivement, l'intuition, l'expérience passée de votre directeur marketing vont rester des éléments importants, son expérience sectorielle, mais ce qui va permettre de prendre des décisions sur les orientations stratégiques, sur vos orientations budgétaires, quand vous allez construire vos plans marketing, sur les canaux de distribution dans lesquels vous allez investir ou pas, sur d'éventuelles futures innovations, sur des nouveaux services, sur des nouveaux produits que vous voulez introduire à l'intérieur de votre gamme, ça sera basé sur la data. Ça sera plus basé sur d'éventuelles autres potentielles luttes d'influence à l'intérieur des entreprises. Ensuite, le troisième bénéfice pour les entreprises, bien évidemment, c'est l'augmentation des revenus, puisque à partir du moment où, en fait, vous avez une visibilité, donc quand vous êtes data-driven, vous avez en général ce qu'on appelle une plateforme, quel que soit son nom, que ce soit une DMP, Data Management Platform, ou juste un écran avec des premiers analytics, c'est le stade du BI, de l'intelligence d'affaires, qui vous permet véritablement de suivre vos taux de conversion par canaux de distribution, qui vous permet du coup d'optimiser la répartition budgétaire. Donc vous allez faire une augmentation de revenus parce que vous faites de l'optimisation budgétaire. Vous allez faire de l'augmentation de revenus parce que, effectivement, si vous avez bien personnalisé le parcours client, derrière, le panier moyen d'achat, il augmente. Et où vous avez une répétition au niveau du repeat business, des achats, qui se font à une fréquence qui est plus importante. Donc, et ça c'est dans 100% des cas, toutes les entreprises qui sont arrivées au stade de l'hyper-personnalisation, elles ont une augmentation de revenus qui, dans les premières années, est de 10% et qui, après, augmente très, très rapidement. Parce qu'elles identifient même à quel moment du parcours client il faut introduire des pushs, des notifications pour revenir chercher le client, le ramener sur la plateforme et lui proposer votre offre de service. J'introduirai le cœur à la fin, la fidélisation de la marque. Je vais venir à vos clients. Parce que vous savez, l'un des reproches qui a été fait au département marketing pendant des années, c'est le fait qu'en marketing, on est concentré sur la conversion du prospect en client et qu'on oublie parfois véritablement si on répond à un vrai besoin et qu'on construit des stratégies qui ont pour unique objectif de vendre plus. Alors qu'en fait, avec l'hyper-personnalisation, justement,
On fait contredire cet argument parce qu'on montre qu'on est véritablement dans un effort pour essayer de répondre à un besoin qu'a ce client-là. Alors effectivement, soit il vient chez vous, soit il va chez votre concurrent, mais s'il vient sur votre plateforme, ce sera parce qu'elle est hyper personnalisée et que du coup, elle correspond mieux à son profil. Le premier bénéfice pour le client, c'est le gain de temps, évidemment. Si votre plateforme elle est personnalisée pour lui, il va gagner du temps dans sa navigation. Parce que les étapes du processus qui lui sont proposées sont des étapes qui sont adaptées à son profil. On a travaillé, par exemple, ici chez Move, sur la personnalisation d'une plateforme dans l'éducation pour personnaliser le parcours d'apprentissage, le niveau de difficulté des exercices, le type d'exercice à proposer. Bien évidemment, ça va beaucoup plus vite, rien qu'en termes de rétention d'informations. Et c'est adapté à chaque profil d'apprenant. Et c'est la même chose sur une plateforme e-commerce. Donc un gain de temps pour lui, et puis une diminution des efforts de recherche. Il n'a plus lui-même à aller chercher les bons produits, les bons services, parce qu'on vient les lui recommander, on vient les lui recommander au bon moment, dans la bonne gamme de prix, avec les bonnes caractéristiques. Et donc, bien évidemment, si on a un gain de temps, une minimisation des efforts et qu'on lui propose des produits qui correspondent à son profil, derrière, on a une augmentation de la satisfaction des clients. Et cette augmentation de la satisfaction des clients, en général, ça crée des clients fidèles. Vous savez, en marketing, la fidélité, c'est ce qu'on appelle l'achat répété. C'est comme ça qu'on mesure la fidélité d'un client en marketing. Mon client, il est fidèle à partir du moment où il est revenu chez moi et où il revient chaque année ou à chaque fois qu'il a besoin de répéter cet achat. C'est comme ça qu'on mesure la fidélité d'un client. Et l'un des antécédents de la fidélité, c'est la satisfaction du client. Puis vous savez que l'un des antécédents de la satisfaction, c'est la qualité, ce qu'on appelle la qualité perçue. Même pas forcément la qualité réelle, intrinsèque du produit ou du service, la qualité perçue par le client. Et cette qualité perçue par le client, elle s'est trouvée d'emblée augmentée par l'hyper-personnalisation. OK ? Voilà, du coup, vous voyez, en termes de bénéfices, on a des bénéfices qui aujourd'hui sont extrêmement nets et qui en plus peuvent être mesurés grâce aux KPI ou à vos indicateurs de succès que vous allez définir en amont. Et ça, pour des managers, pour des responsables de département, c'est une ressource qui est extrêmement précieuse en termes de prise de décision. Bon, les challenges, on a vu les bénéfices. Maintenant, les challenges. Il y a 4 grands challenges à l'implémentation d'une stratégie marketing d'hyper-personnalisation. Bon, le premier, il est lié aux données. On reviendra tout à l'heure sur, je vais revenir après sur le volume. Mais premier élément, et dont on entend beaucoup parler depuis quelques semaines, bien évidemment, c'est tout ce qui est data privacy, tout ce qui est en lien avec la confidentialité des données. Alors ici, on est au Québec, puis vous l'avez entendu à mon accent, moi je suis française. En France, on a eu RGPD depuis déjà un certain nombre d'années, et avant RGPD, ou tout au début, tout le monde était effrayé, parce qu'on s'attendait au pire, personne ne savait véritablement ce que les entreprises allaient devoir faire, est-ce qu'on allait pouvoir de nouveau utiliser les données, si oui, à quel niveau, est-ce qu'il allait falloir rendre anonymes toutes les données. Ça a été une véritable onde de choc. Bon, et finalement, et je tiens vraiment à vous rassurer, et puis on a fait un article de blog à ce sujet, donc je vous invite à aller lire l'article de blog qu'on a rédigé sur le site de Move. Tout ce qui est en lien avec la confidentialité des données vise à améliorer la transparence entre vos clients et vous sur la manière dont vous utilisez leurs données. D'accord ? C'est le principe de base. C'est rendre vos usages de la donnée personnelle complètement transparents. Et c'est là où en même temps vous allez créer un partenariat avec vos clients et vous êtes dans une relation de confiance. Donc, en règle générale, sur ce premier step, ce qui se passe sur des interfaces digitales, c'est que vous allez voir apparaître, vous allez introduire sur votre interface un lien, un bandeau. En général, c'est un bandeau d'information ou alors une fenêtre pop-up dans laquelle vous allez demander l'autorisation à votre client, à vos usagers, l'utilisation derrière alors en général on ne dit pas analyser, d'utiliser leurs données de manière à améliorer leur expérience client sur votre plateforme. Et c'est oui ou non. Puis si c'est oui, écoutez, super. Et puis si c'est non, effectivement, là il va falloir traiter un peu les données.
Mais l'expérience montre aujourd'hui, avec le recul que l'on a en Europe, qu'à 80% sur les plateformes majoritairement des grandes enseignes, les utilisateurs répondent oui. D'accord ? Donc déjà, je tenais juste à vous rassurer, on est véritablement sur une nécessité de rendre transparent l'information, une augmentation du lien de confiance. D'accord ? Le deuxième élément que vous allez voir apparaître dans vos entreprises, c'est surtout des éléments en lien avec des procédures sur la confidentialité. Vous avez vu là, le déroulé au Québec, vous avez des mesures qui vont être prises d'ici à septembre 2023, puis après vous avez un échéancier qui dure environ 12 mois jusqu'à septembre 2024, avec la désignation d'une personne qui est en charge des données, donc exactement la même chose que pour RGPD, et puis ensuite des procédures que vous devez mettre en place et qui devront prouver qu'effectivement, en matière de conformité des données, vous avez mis en place les procédures qui vous rendent conforme. D'accord ? Donc voilà, je voulais juste... Forcément, la confidentialité des données, ça va être un sujet de réflexion, mais il va s'agir que d'introduire des éléments pour demander l'accord préalable de vos futurs utilisateurs de la plateforme. Et puis ensuite, en interne, une organisation avec une personne qui sera en charge de vos données, qu'on appelle le CDO, le Chief Data Officer en général, ou que vous appellerez comme vous voulez. Et cette personne qui sera en charge des données, c'est elle qui centralisera l'ensemble des procédures, le cas échéant, si vous avez besoin de prouver qu'effectivement vous êtes en conformité avec la réglementation légale au Québec et au Canada. Donc, premier élément dont il faudra quand même tenir compte sur la première étape de « je veux l'autorisation de mon client sur le fait qu'on va collecter ces données ». Bon, le deuxième challenge, c'est surtout sur le volume de données. Certaines entreprises ont beaucoup de données clients, et ça, c'est génial. Après, quand on fait de la personnalisation, il nous faut un certain type de données. C'est toujours la même chose, en fonction des objectifs qu'on va vouloir atteindre, nous. Soit vous avez déjà des données historiques, et ça, c'est génial, parce que nous, du coup, pour entraîner les modèles, c'est plus facile. Soit on va les collecter au fur et à mesure avec vous, quand on commence à déployer le modèle. Mais sur ce volume de données, encore une fois, je voudrais rassurer ceux qui n'en ont pas ou qui n'en ont pas beaucoup à aujourd'hui. On peut toujours trouver des moyens, et c'est là où, avec Olivier, on peut prendre le relais après cette petite présentation pour en discuter avec vous. Okay ? Donc, il y a le volume et puis l'accessibilité à vos données. Je vous disais tout à l'heure, on peut aller collecter vos données au niveau de tous les points de contact client tout au long de son parcours. D'accord ? Encore faut-il savoir où aller les chercher, pardon. Et puis ensuite, forcément, on a un travail de nettoyage des données, un travail de structuration parfois au niveau des bases de données parce qu'elles ne sont pas toujours structurées. Donc là-dessus, j'ai principalement un warning en termes de temporalité sur une roadmap. Ayez conscience qu'en fonction de la qualité de la donnée auquel on peut accéder, le travail de nettoyage et de structuration des bases de données sur lesquelles nous, on va lancer le modèle peut être plus ou moins long. C'est une étape qui est extrêmement importante parce que les modèles mathématiques sur lesquels on fait tourner les algorithmes de machine learning nécessitent d'avoir un certain type de données et que ces données elles soient propres et prêtes à l'utilisation. Okay ? Et ensuite, le quatrième challenge, c'est surtout un challenge culturel au sein de vos entreprises, j'allais dire managérial, mais vraiment culturel, qui est le fait que dans de nombreuses entreprises, on est encore centré produit. Et la grande majorité des décisions sont prises en partant du produit. Et l'idée, c'est que quand vous êtes sur de l'hyper-personnalisation, vous êtes centré sur votre client. Vous oubliez le produit pour un instant. Vous revenez à vos clients et à ces customer needs. Je vous ai dit, l'hyper-personnalisation, on va prédire les besoins des utilisateurs, des clients. Donc oui, c'est super, vous avez une gamme de produits qui est sans doute extrêmement large, extrêmement profonde, mais l'un des intérêts et l'un des challenges du coup de l'implémentation des stratégies d'hyper-personnalisation, c'est qu'après, on est drivé par la data, et la data, c'est de la data client, ce n'est pas la data produit qui va ressortir. Oui, vous allez avoir des corrélations au niveau des profils de vos clients et des produits qu'ils consomment
et ou sur lesquels ils sont allés visiter les caractéristiques. Mais le focus, c'est votre client. C'est plus le produit ou le service. Ça vient après. C'est le next step. Et ça peut être un vrai challenge, surtout sur les entreprises qui ont un cœur de business basé sur le produit à l'origine et sur lequel les clients arrivent plutôt après. Alors, l'implémentation technique. Bon, je vous ai fait un petit schéma qui est très simple, hein, je vais vous expliquer. Hier, quand j'ai envoyé ma présentation à Guillaume, il m'a dit « Je ne comprends pas ta dernière slide. » J'ai dit « Ne t'en fais pas, je vais l'expliquer très simplement. » Et là, en fait, cette slide-là, elle a pour objectif juste de vous présenter de manière simple, et vous allez voir, c'est très simple, il y a juste 3 étapes. Cette étape-là, ensuite l'étape du cercle, et puis la dernière. Et vous l'avez déjà comprise, à mon avis, sans moi. Elle a pour objectif que vous compreniez à peu près l'architecture, hein, l'organisation, la structuration, le voyage des données entre vos données qui rentrent, qu'on va aller collecter, puis peut-être des sources externes dont on va avoir besoin, ce qui se passe chez vous, ce que vous allez voir, et puis notre solution de machine learning qui est déployée, et puis ce qu'on est capable de ressortir en matière de personnalisation en temps réel. Vous voyez, c'est très facile, c'est 3 temps. Okay, sachant qu'en même temps, chaque entreprise est différente, et bien évidemment, vous n'avez peut-être pas tous une CDP, ce qu'on appelle une Customer Data Platform, et ce n'est pas grave. Vous pouvez avoir juste votre interface web, et sur cette interface web, on peut déjà tout faire. D'accord ? Donc après, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de l'envergure de vos ressources, tout s'adapte. Okay ? Donc ce schéma, bon, de manière très simple, je vous ai dit au départ, on a besoin d'avoir des données. On va utiliser vos sources de données internes. D'accord ? Puis comme je vous disais, on a un travail, nous, de nettoyage. Le cas échéant, si c'est nécessaire, c'est-à-dire si au niveau de vos données internes, on n'a pas toutes les données dont on a besoin pour faire tourner le modèle, on pourrait essayer d'aller chercher des sources de données externes avec lesquelles croiser vos données. Hein, parfois, on les utilise notamment pour faire ce qu'on appelle des appariements, pour former des jumeaux, notamment dans les stratégies marketing. Alors, c'est à ça que servent aussi beaucoup les cookies. Qui nous permettent de prédire, parce qu'on va former un jumeau en appariement, qui nous permettent de prédire le comportement d'un nouvel utilisateur qui arrive sur votre plateforme. On dit, ah, bah lui, en fait, il a un peu le même comportement que son jumeau X, là, qui arrive d'une source de données externe. Hein, on va peut-être voir si, effectivement, on peut les jumeler. Donc, des sources de données externes, l'ensemble est envoyé à l'intérieur d'un module d'analyse. D'accord ? Donc, dans un premier temps, on peut simplement être sur de l'analytique de données, donc vous voyez, c'est-à-dire les tableaux de bord auxquels vous avez, j'en suis sûre, tous accès. En général, quand je pose la question à un interlocuteur avec lequel j'échange sur est-ce que vous suivez vos métriques, j'ai des réponses qui peuvent varier de ah oui, on utilise Google Analytics à on a Power BI. Donc ça, c'est la brique en amont de l'intelligence artificielle. Vous êtes à peu près AI ready. Où là, on fait juste apparaître, en fait, des premiers KPI, mais qui sont utiles. Et puis ça, c'est la brique d'intelligence artificielle. Hein. Ça, c'est un modèle qui commence à travailler sur les données et qui va mettre un petit peu de temps avant de se stabiliser. Hein, c'est normal, il faut qu'il apprenne. Et avec cette brique de machine learning, c'est là où, effectivement, on peut personnaliser sur l'ensemble de vos activités marketing, que ce soit des campagnes de mail personnalisées en temps réel, que ce soit vos campagnes sur les réseaux sociaux et ou l'expérience client, achat, consommation sur vos applications web et mobiles. D'accord ? Donc là, vous avez vraiment une représentation, c'est une modélisation assez simple, mais véritablement de la mise en place de l'hyper-personnalisation. OK ? Déjà, pour prendre les questions, vous voulez juste aller déjà jusque-là pour que ce soit clair, pour vous montrer à quel point c'était assez simple, d'accord ? Les 3 briques, je vous ai montré tout à l'heure, la data, sciences du comportement, l'intelligence artificielle, et dans le cas de l'hyper-personnalisation, c'est le machine learning, et ça tombe super bien parce que justement, chez Move, on est des experts du machine learning. Et on peut vous parler d'un certain nombre de projets qu'on a déployés déjà ici,
en matière d'hyper-personnalisation. Dans un premier temps, plutôt sur des plateformes éducatives. Mais on échange aujourd'hui également, et puis on travaille pour d'autres clients, mais qui ne veulent pas donner, pour lesquels on est sous NDA et qui ne souhaitent pas qu'on mentionne leur nom, sur des projets d'hyper-personnalisation sur des plateformes commerciales, avec des clients qui ont une grosse réputation. Bon, écoutez, on vous remercie énormément. N'hésitez pas à rester, moi je reste encore un petit peu pour poursuivre l'échange. Et puis sinon, on vous attend pour un prochain AI Morning d'ici 3 semaines, 1 mois. Je crois que c'était ce qui était prévu dans notre agenda. Merci.